écoutez, je suis très reconnaissant de voir qu'il y a autant de personnes ce soir. On a eu l'idée d'organiser ça avec Vincent pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que simplement, bien, on a fait tous les deux notre mémoire dans la région avec des agriculteurs d'ici. Donc une partie ici, une partie n'est pas présente aujourd'hui. Et vous avez, pour les agriculteurs qui étaient présents et d'autres acteurs du monde agricole, partagé du temps avec nous, parfois entre 1h30, 2h, 3h. Et c'est ça qui nous a permis à nous de réaliser notre travail, notre mémoire de fin d'études. Et voilà, une fois que vous nous avez consacré ce moment, c'était, je pense, des moments de partage et d'échange relativement profonds pour nous, outre le fait que ça a été un outil de travail pour la suite. Et du coup, on disait plutôt qu'après partir, s'évader dans la brousse, c'était important pour nous de faire un retour auprès des agriculteurs de voilà, quelle était la finalité de ce travail, quels sont les apports qu'on aura faits, dans le but non seulement de vous le restituer, mais avant tout d'avoir un petit échange avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui il y aura le moment de présentation et surtout le moment de débat qui nous intéresse tout autant. Et donc, ça c'est un petit peu l'objet de pourquoi est-ce qu'on a voulu se réunir avec vous ce soir. Et donc la soirée va s'organiser en plusieurs parties. Donc il y a d'une part la présentation que je ferai sur mon mémoire qui porte sur l'agroforesterie. Il y aura ensuite un bref moment de questions-réponses pour permettre aux personnes qui ont des questions vraiment directement liées à la présentation de pouvoir les poser. Puis on essayera d'enchaîner sans trop tarder sur la présentation de Vincent, qui lui a fait son mort sur le réseau des fermes novatrices. Et ça permettra ensuite de déboucher sur un débat un petit peu plus long, donc ce sera plus que 5 minutes de questions-réponses, ce sera le moment d'interagir. Mais donc on prendra surtout ce temps d'échange après la deuxième présentation. Et donc, avant de commencer tout ça, bien peut-être introduire la raison pourquoi est-ce qu'on se réunit ici, au domaine de Gros, avec Elisabeth Simon. Elle nous fait tout d'abord l'honneur de nous recevoir ici. Et pourquoi exactement? C'est parce que, bien, premièrement, on l'a tous les deux rencontré dans le cadre de notre mémoire. Elisabeth, ici, dans le cadre de l'agroforesterie, elle a planté un énorme pré-verger avec près de 300 pieds, une centaine d'espèces différentes. Et donc, moi, personnellement, je l'ai rencontré dans le cadre de mon travail. Et chez Vincent aussi, l'a rencontré dans le cadre du réseau de fermes novatrices dont elle fait partie. Donc ici, on est dans la partie événementielle, mais il y a tout le domaine agricole aussi, qui fait pleinement partie du projet. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'elle puisse vous présenter en quelques mots le lieu où on se trouve, un petit peu le projet dans lequel elle s'implique en ce moment. Voilà. Merci Quentin, merci Vincent d'être là ce soir, merci à vous tous d'être là ce soir, c'est très sympa de vous voir si nombreux d'ailleurs. Alors voilà, je pense que c'était peut-être important que vous compreniez un petit peu où vous étiez. Alors, je vais vous faire une très brève présentation et je vois qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans la salle, donc vous excuserez mes peu de connaissances dans le domaine, mais on est entouré de plein de spécialistes auxquels vous pourrez poser toutes les questions à l'issue de la présentation si c'est nécessaire. Alors, tout d'abord, je vais vous faire un bref historique. Si ce petit machin devient voilà, oui, ça marche. Voilà, oups, oui, ça marchait tellement bien que c'était la précédente. Voilà. En fait, vous êtes dans une ferme qui date de 1492, donc ça fait déjà quand même un bail. Elle est dans la famille depuis 1873 et ça a toujours été une ferme. Alors, personnellement, je l'ai reprise à la suite du décès de mon père en 1995. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas du tout anticipé ce parcours. J'ai suivi des études de sciences économiques. J'ai été dans la finance pendant pas mal d'années. Et puis voilà, cet événement un peu malheureux m'a fait revenir ici. Et ça a été un petit peu le cri du cœur. Et je me suis lancée dans l'aventure. Alors on peut voir sur ces photos anciennes que le visage de l'agriculture a énormément changé et bon, vous le savez tous, mais c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de fermes qui ressemblent à ça. Alors voilà, quand j'ai repris, mon père m'avait laissé un endroit qui était très bucolique avec un maillage écologique très important. Il était lui-même ornithologue et naturaliste. Et donc ça lui avait beaucoup importé de soigner l'environnement et de replanter beaucoup d'arbres. Il avait creusé de nombreux étangs. Voilà, par exemple,
il y en a 14 en fait sur toute la propriété. Et seulement, curieusement, au-delà de ce maillage écologique impressionnant, les champs eux-mêmes étaient cultivés de façon intensive. Alors au début, j'ai bien sûr continué ce qu'il avait fait, et puis c'était le progrès à l'époque, hein, donc on ne se posait pas trop de questions. Mais moi qui n'y connaissais rien à l'agriculture, j'ai dû beaucoup me documenter, j'ai lu beaucoup, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont beaucoup aidée. D'ailleurs, il y en a qui se reconnaîtront ce soir dans la salle. Et petit à petit, j'ai pris conscience de l'état de la planète et de ce que lui faisait l'agriculture intensive. Et peut-être aussi le fait que de faire une agriculture autrement pouvait résoudre tous ces problèmes et qu'on parlerait beaucoup moins de problèmes climatiques, d'érosion des sols, de pollution des nappes phréatiques, enfin j'en passe, tous les problèmes qu'on rencontre de nos jours. Et petit à petit, j'ai évolué de nouveau, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, vers une agriculture qu'on peut appeler raisonnée. Et puis, on a testé des tas de techniques, le non-labour, les techniques simplifiées, le semi-direct, on s'est pas mal amusé avec tout ça. Et puis, mais néanmoins, au bout de cette expérience, j'étais quand même encore frustrée de devoir utiliser de la chimie. Et c'est vers 2011, enfin c'est en 2011 qu'on a fait le grand saut, mais c'est venu mentalement bien sûr avant, de façon beaucoup plus progressive. Je me suis dit non, vraiment il faut passer au bio, c'est plus possible. Et c'est là que, voilà, en passant au bio, j'ai dû relabourer et ça m'a vraiment été loin de voir ce que ça faisait au sol en fait, de devoir relabourer. Et j'ai voulu un petit peu synthétiser deux techniques qui étaient voilà, les techniques du bio et peut-être celles que j'avais apprises avant qui étaient le non-labour. Alors, je passe juste brièvement sur ce que Quentin évoquait. Hein. Le premier projet qu'on a fait, c'était le pré-verger, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais qui a changé énormément le paysage que vous avez vu dans la photo précédente. Donc voilà, ça c'est un des premiers projets qu'on a mis en route. Et puis là vous voyez ce qu'on a, enfin c'est le plan de la ferme avec le plan de culture pour cette année. Et un des grands changements pour réunir ces deux techniques, qui est la technique du bio, donc pas de pesticides, pas d'engrais de synthèse, et ne plus pouvoir toucher au sol non plus, puisque ça c'était un de mes désirs, on a dû changer pas mal de choses à nos pratiques. Et un des grands changements qu'on voit là sur ce plan, c'est qu'on a redivisé tout notre parcellaire avec toutes ces petites lignes. Donc en fait maintenant on a des champs qui font à peu près maximum 2 hectares. Et toutes ces petites lignes que vous voyez en gras, ce sont en fait des bandes aménagées de 3 mètres, dans lesquelles il y a différents couverts, trois différents couverts en fait, qui permettent aux alliés des cultures de nous aider, enfin j'espère, en tout cas c'est ça l'idée, c'est de leur faire un lieu de nidification, où ils se sentent, où ils peuvent s'abriter en hiver, etc. Et de nous aider ainsi à protéger nos cultures qui sont bien sûr bio pendant la belle saison. Alors ça c'est un des grands changements qu'on a fait cette année. Et alors une deuxième technique qu'on a mis aussi en place, ce sont les couverts en interculture, ce qu'on appelle les biomax. Alors, ce sont des couverts qui ont 10 à 12 variétés de plantes différentes qui viennent d'environ 7 familles différentes également. Et elles sont là pour remplacer tout ce qu'on pourrait faire avec des machines, notamment certaines ont des systèmes racinaires très impressionnants qui labourent un petit peu à notre place. Puis ça favorise la vie du sol. Tout est fait pour essayer d'avoir un maximum l'aide de la nature avec nous. Alors je vous parle de tout ça parce que voilà, ce sont des réflexions qui sont venues petit à petit. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il fallait qu'on agisse sur tous les fronts en même temps. Donc les bandes de 3 mètres,
les biomax, les rotations. Vous avez vu, notre rotation est quand même, elle couvre 7 ans maintenant. Il y a beaucoup de prairies temporaires dedans, toutes ces techniques qui permettent de remplacer la chimie finalement et le travail du sol, et on le trouve dans toutes ces techniques mises bout à bout. En fait, ça c'est une de nos réflexions assez importantes, c'est qu'on ne peut pas faire une petite recette et puis espérer que ça puisse marcher. Alors je pense qu'on va devoir d'ailleurs en ajouter d'autres, hein, le pré-verger, l'agroforesterie, ça fait partie de nos réflexions ici dans le domaine. Et voilà. Alors, ça c'est un schéma qui présente un petit peu le projet global et nos envies pour le futur. Il y a déjà des choses qui sont en place. On a les cercles jaunes, enfin le cercle vert d'abord peut-être représente schématiquement la ferme ici. Et les cercles jaunes, ce sont ce qu'on appelle des micro-fermes. Ce sont par exemple, les cultures de plein champ dont je m'occupe, c'est une micro-ferme quelque part. Et on a diversifié notre production en y amenant des chèvres. Pierre et Sophie sont là ce soir et pourront certainement aussi vous en parler. Ils ont leur fromagerie qui est installée chez eux. Donc en orange, ce sont des ateliers de transformation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pré-verger dont on vous a parlé, le maraîchage qui va venir cette année également. Peut-être des poules, des poulets, les cochons, tout ça c'est en route aussi. Et alors, vous allez voir, on a déjà prévu des vaches, parce que ça aussi, ça fait partie des choses importantes à remettre en place, c'est-à-dire la polyculture élevage. Peut-être l'atelier de conservation qui est de conserve, etc., qui va être bientôt certainement mis en route dès qu'on aura plus de fruits et de légumes à vendre. Et voilà, ça c'est un petit peu un projet ambitieux, mais on est en train de remplir chaque petite case au fur et à mesure, et on pourra vous présenter quand même quelque chose d'assez concret d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Donc voilà les chèvres. Ce sont une race ancienne, ce sont des poitevines, qui étaient, enfin race ancienne, plutôt race menacée. Voilà, il n'y en a plus que 3000 de ces chèvres en France, et il n'y en avait quasiment pas en Belgique. Donc Pierre et Sophie ont fait quelque chose de très intéressant. Alors ça c'est nos Angus. Donc ce sont des vaches qui vont arriver ici dans un mois exactement. On est assez content parce que tout s'est déroulé tout à fait comme on voulait, et elles vont aussi beaucoup apporter au système. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel du projet. Je pense que maintenant je peux laisser la parole à Quentin et à Vincent, et on pourra passer aux réponses et aux questions bien après. On va prendre le temps maintenant de faire les présentations. Ce que je voulais juste dire avant, c'est que si, au moment où vous avez votre estomac qui crie famine, il ne faut pas hésiter à vous lever, aller chercher quelque chose à boire ou à manger. Enfin, ça doit se faire en toute convivialité, donc n'attendez pas forcément la fin du débat, des présentations pour le faire. Donc voilà, donc, moi je vais vous parler aujourd'hui de faire le retour en quelque sorte du mémoire du travail de fin d'études que j'ai fait ici en région limonaise et Nièvre, qui porte sur l'analyse systémique des freins à l'agroforesterie. En étant parti d'une étude de cas en région limonaise et Nièvre. Donc la région limonaise et Nièvre, c'est tout ce qui est Wallonie-Picard, Hainaut occidental. C'est une autre dénomination, mais c'est le même lieu. Alors, au niveau de l'exposé, je vais faire tout d'abord une introduction sur le cadre général de l'agroforesterie dans le contexte agricole européen. Je ne vais pas vous expliquer de long en large tous les bénéfices et potentiels de l'agroforesterie, parce qu'en soi c'est une présentation à elle seule, mais ça permet de refixer le cadre. En plus, je repartirai un petit peu de l'hypothèse du travail qui aborde le concept de verrouillage socio-technique. C'est un concept qu'on utilise beaucoup en sciences pour étudier les innovations, donc je vais essayer de vous le vulgariser et en parler un petit peu ce soir. Ensuite, donc, très brièvement, j'aborderai la méthodologie qui a été utilisée. Bon nombre d'agriculteurs ici l'ont connue parce que j'ai fait des entretiens avec eux. Mais j'aborderai ça avec vous très brièvement pour revenir ensuite au cœur du travail qui est réellement l'analyse systémique des freins à l'agroforesterie dans le contexte de l'agriculture wallonne. Et je terminerai par une petite partie sur une discussion sur l'analyse de la pertinence en fait, des innovations à ce niveau-là. Alors, dans un premier temps, pour replanter un petit peu le décor, bien, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui d'agroforesterie?
bien, cette compréhension, elle se comprend en quelque sorte au regard de la trajectoire de l'agriculture au cours du XXIe siècle. Et donc cette agriculture, bien, elle s'est très fortement développée sur base du modèle agricole industriel, qui a permis une augmentation de la productivité énorme. Mais ces gains de productivité, ils ne se sont pas réalisés sans externalités négatives, à la fois sur l'environnement et sur la société. Et aujourd'hui, ces externalités négatives, elles sont entièrement remises en question. Parce que l'agriculture, elle doit faire face à de nouveaux enjeux. Elle doit réconcilier productivité, limites environnementales, rareté énergétique et santé. Ce sont les grands enjeux de l'agriculture du XXIe siècle qui ne peut plus se baser uniquement sur la chimie, mais aussi devra compter sur la biologie. Et aujourd'hui, face à cette remise en question du modèle agricole industriel, il y a des nouvelles trajectoires qui émergent au sein de l'agriculture. On parle notamment d'agroécologie, d'agriculture écologiquement intensive, on utilise toute une série de termes. Et parmi ce qui se passe sur le terrain, l'agroforesterie, c'est l'une de ces trajectoires alternatives. C'est celle qui a fait l'objet de ce travail. Alors, l'agroforesterie, c'est quoi concrètement? En fait, c'est une science relativement récente, mais elle est venue mettre en lumière des pratiques relativement anciennes sur le terrain. L'agroforesterie a toujours existé depuis le début de l'agriculture, en associant les arbres à l'élevage ou aux cultures. Et donc, il y a une grande diversité de pratiques, on peut les recenser au sein de deux grandes familles, deux groupements systémiques, qui sont d'une part les associations de sylvopastoralisme, donc associations arbres-prairies, et l'agrosylviculture, les associations d'arbres en grande culture. Donc on a ces deux grands groupements systémiques, et l'ensemble de ces pratiques, elles reposent sur un ensemble de principes, les principes d'association d'arbres en prairie et à l'élevage. Et aujourd'hui, l'agroforesterie contemporaine, elle s'inspire de ces pratiques traditionnelles, et elle essaye d'appliquer ces principes en les adaptant au contexte actuel de l'agriculture. Et donc c'est notamment à la mécanisation des activités agricoles, qui est devenu aujourd'hui le contexte dans lequel se passe l'agriculture, et donc ce serait un petit peu se leurrer de croire qu'on peut faire sans. Donc ça les adapte au contexte actuel, et donc pourquoi aujourd'hui, en fait, quelle est la raison en fait, du regain d'intérêt pour l'agroforesterie? Il y a deux grandes raisons majeures, qui sont d'une part l'augmentation de la productivité totale de biomasse au sein des systèmes cultivés, c'est-à-dire qu'en se basant sur les principes d'association entre espèces, les différentes espèces valorisent mieux les ressources disponibles, aussi bien les ressources du sol, les minéraux et l'eau, que les ressources plus lumineuses. Et donc elles permettent de produire plus sur une même parcelle cultivée. Ça permet une diversification des productions en ayant des produits liés à l'élevage, aux cultures, aux fruits, aux bois, etc. Dans un second temps, le deuxième avantage potentiel de l'agroforesterie qui est mis en avant aujourd'hui, c'est l'amélioration du fonctionnement agroécologique des systèmes cultivés. Et ce, grâce à la valorisation des processus écologiques et des services écosystémiques qui sont rendus par les arbres lorsqu'ils sont associés aux cultures. Ça va notamment pour l'amélioration des conditions du sol. Par exemple, les arbres qui représentent en quelque sorte une pompe à nutriments qui va aller chercher des éléments minéraux en profondeur et les restituer dans les horizons superficiels du sol par la matière organique des feuilles, par le turnover racinaire. Et donc, l'arbre contribue de cette manière-là au renouvellement de la fertilité. Ça peut lutter également contre l'érosion à partir du moment où les alignements d'arbres sont mis de manière parallèle au groupe de niveau, c'est-à-dire perpendiculairement au sens de ruissellement des eaux, qui va favoriser l'infiltration et donc diminuer la force érosive de l'eau. Alors il y a aussi un intérêt par rapport à la gestion de l'eau, par rapport à la gestion de la biodiversité aussi, comme ça représente des corridors, un maillage écologique des corridors qui sont l'habitat pour la faune et la flore sauvage. Et la séquestration de carbone via les arbres notamment. Et donc l'agroforesterie en tant que telle représente une manière de pouvoir réconcilier cette productivité, les limites environnementales, les contraintes qu'on retrouve aujourd'hui, et la production d'énergie, notamment via le bois. Et ce potentiel, aujourd'hui, on en parle, mais il est reconnu à travers plusieurs grandes études, donc des scientifiques se penchent sur la question, et notamment une étude IASTD, qui est une étude internationale qui a été publiée en 2009. Il y a aussi une grande étude européenne entre 7 grands pays européens qui se sont intéressés à ces pratiques culturelles. Et aujourd'hui, c'est reconnu que l'agriculture, elle est techniquement faisable, l'agroforesterie, elle est techniquement faisable et efficace. Et donc, se pose la question, bien tiens, si elle est faisable et efficace, pourquoi est-ce que sa situation reste relativement marginale sur le terrain? On dit, tiens, il y a un potentiel, on reconnaît ce potentiel, mais concrètement, sur le terrain, au niveau des agriculteurs, on voit que ces pratiques culturelles ne sont pas réellement développées dans le contexte agricole wallon. Et notamment en zone de grande culture où il y a le potentiel de développement. Et donc, ça pose l'intérêt d'analyser les facteurs qui conditionnent le développement de l'agroforesterie en grande culture. Alors, avant de rentrer dans l'analyse en tant que telle, il y a un concept qui est important, qui est utilisé dans l'économie et la sociologie de l'innovation pour comprendre en fait la lenteur du développement de certaines innovations, notamment agroécologiques. Alors qu'elles sont évidentes parfois aux yeux de la société, elles ne se développent pas. Pourquoi?
eh bien, on utilise le concept de verrouillage socio-technique. Alors le verrouillage socio-technique, c'est un terme un petit peu barbare, mais en fait ça représente une situation de verrouillage, où il y a une technologie dominante qui empêche le développement de technologies alternatives qui sont plus pertinentes et efficaces dans la société. Et qu'est-ce que c'est exactement? Un exemple que tout le monde connaît sont les claviers d'ordinateur QWERTY et AZERTY. Pourquoi est-ce qu'on a des claviers QWERTY et AZERTY? En fait, la disposition des lettres, elle a été pensée à l'époque des machines à écrire. Et elle était pensée de telle sorte que c'était pour optimiser l'écriture des dactylographes et éviter en fait que les petits bras en fer ne viennent se croiser, se bloquer. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était quelque chose de problématique. Et donc la disposition des claviers AZERTY et QWERTY en français et en anglais avait été pensée en fonction de ça. Aujourd'hui, on a l'informatique. On a tous un iPad, un iPhone, un ordinateur ou quoi. Et du coup, il n'y a plus vraiment de raison de rester dans ce système-là. Et donc il y a des ingénieurs qui se sont dit, tiens, on n'essayerait pas de repenser les systèmes de clavier pour qu'ils soient les plus ergonomiques, les plus performants aujourd'hui par rapport au système informatique. Et donc ils ont mis en place des claviers qui étaient beaucoup plus performants. Toutefois, on s'est rendu compte que ces claviers n'avaient pas du tout été absorbés par le consommateur, par les entreprises, Macintosh, Samsung, etc. Et que même si ces technologies étaient plus performantes, elles n'ont pas été adoptées par le système. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a une grande accumulation de freins qui interagissent entre eux et qui vont bloquer le développement de ces trajectoires qui sont certes plus pertinentes aux yeux de la société, mais qui sont bloquées à cause de la technologie dominante. Et donc il y a deux processus parallèles qui se passent. C'est d'une part la situation de verrouillage, donc le système se bloque autour de lui-même, autour des claviers AZERTY à QWERTY. Et il y a un processus de lock-out, donc d'exclusion, où les technologies alternatives qui sont pertinentes aux yeux de la société ne sont pas adoptées. Alors, est-ce qu'on a déjà observé ce type de verrouillage dans le cadre de l'agriculture, des systèmes agricoles et alimentaires? Tout à fait, donc il y a plusieurs études qui ont mis en avant ces conditions de verrouillage dans le cadre de l'élevage de blanc bleu belge qui est typique à la Wallonie. Il y a un verrouillage qui existe autour de ça. Pourquoi est-ce que d'autres races ne se développent pas aussi facilement? De l'utilisation des pesticides également, de l'utilisation de variétés de blé résistantes à des maladies, ou encore de variétés de de pommes qui sont résistantes à la terrible. Et donc l'intérêt de mettre en évidence de tels verrouillages, ils sont multiples. C'est premièrement montrer qu'une accumulation de freins bloque une certaine situation. Alors c'est un blocage, mais c'est pas statique, c'est pas pour autant qu'on se retrouve dans une situation de verrouillage en blanc bleu belge, que personne ne fait du Indus, que personne ne fait du Limousin. Par contre, le développement de ce type de cheptel est plus compliqué. Et d'autre part, une fois qu'on a mis en évidence ces situations de verrouillage, ça permet de mettre en place des leviers d'action facilitant le développement de ces innovations qui sont plus pertinentes. Alors, c'est sur cette hypothèse que s'est basée l'étude sur l'agroforesterie, dans le sens où on part du principe que l'agroforesterie, elle a le potentiel d'améliorer le fonctionnement agroécologique des systèmes productifs, donc elle est pertinente aux yeux de la société, mais qu'elle se trouve dans une situation de verrouillage. Verrouillage autour du modèle agricole industriel, qui est basé sur la monoculture, non pas sur l'association des espèces, et donc l'association d'agriculture, ça n'est pas du tout inclus dedans. Et donc ça tend à l'exclusion de trajectoires alternatives telles que l'agroforesterie. Donc ça, c'est l'hypothèse du travail à la base. Alors, pour aborder cette question, analyser les freins au développement de l'agroforesterie, s'il y a une accumulation de freins et qu'on est dans une situation de brouillage, eh bien, je suis parti de l'hypothèse, dans l'optique qu'il fallait partir du terrain des agriculteurs pour comprendre concrètement, selon eux, le développement de l'agroforesterie n'avait pas lieu ou que de façon très marginale en Wallonie. Alors, pour comprendre les freins, l'idée était de partir de la réalité des agriculteurs. Et donc en partant d'une compréhension vraiment fine des problématiques qui étaient réellement rencontrées sur le terrain, et d'intégrer par ce fait le savoir et les expériences pratiques des agriculteurs aux connaissances déjà existantes au sein de la littérature. Parce que lire des livres et des revues scientifiques là-dessus, il en existe une flopée, même si c'est un sujet émergent. Mais par contre, intégrer le savoir des agriculteurs était intéressant pour comprendre la spécificité au contexte wallon. Et donc c'est une approche systémique et qualitative, de nouveau en termes barbares, mais qui a été utilisée pour intégrer le savoir des agriculteurs. Donc systémique, pourquoi? Pour tenir compte de la diversité des freins, et également de la diversité des interactions qu'il peut y avoir entre ces différents freins, qui mènent à une situation de blocage. Et qualitative, parce que j'ai réalisé donc, 26 entretiens semi-dirigés avec des agriculteurs. Donc ce sont des discussions ouvertes, mais qui sont structurées par un guide d'entretien, avec un ensemble de thématiques que j'ai abordées systématiquement avec chacun d'entre vous. Et puis après, il y a toute une analyse transversale de se dire, tiens, mais quelle était la diversité de points de vue par rapport à toutes ces thématiques, et de voir un petit peu quelles étaient les grandes tendances qui sont dégagées.
Alors par rapport aux premiers apports de ce travail, donc ça je vais être très bref là-dessus, c'est un schéma un petit peu complexe. Le but n'est pas de l'approfondir ici, mais donc j'ai réalisé une cartographie des acteurs de l'agroforesterie en Wallonie, où qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, c'est que d'une part il y a une articulation entre différentes échelles, qui est l'échelle régionale, où il y a toute une série d'acteurs qui sont présents, et puis des acteurs locaux au sein ici de la région Limoux-des-Inières qui étaient également impliqués là-dedans. Et donc notamment dans le cadre des projets, mais ce sont des acteurs qui combinent leurs compétences pour essayer de développer l'agroforesterie. Alors, dans un second temps, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une grande diversité d'acteurs qui s'intéressent à l'agroforesterie. Pas pour autant qu'ils sont tous sur le terrain en train de planter des arbres, mais que ça suscite des questionnements au sein des différents secteurs d'activité. Alors, dans un second temps, j'ai réalisé une caractérisation des exploitations agricoles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'était sur base des caractéristiques structurelles de la ferme, ce qu'on appelle culture d'élevage, aquaculture, etc. En fonction des stratégies d'innovation qui étaient développées en agriculture biologique, de conservation du sol, de non-labour, etc. Et en autonomie fourragère écologique, c'est quand même une dynamique importante dans la région. Et alors, donc, ce qui nous intéresse ici, c'était la caractérisation en fonction des systèmes agroforestiers. Donc ici, moi j'ai classifié, c'est relativement statique de classer, mais c'est ce qu'on a pu en dégager, 4 types d'adoption par rapport au système agroforestier, qui étaient d'une part les agroforestiers, les adoptants novateurs, qui sont ceux qui développent aussi bien des systèmes agroforestiers en grande culture qu'en prairie, que j'appelle traditionnels parce que c'est les systèmes qu'on voit le plus ici en région Limoux-des-Inières, qui sont les prés vergers, les réseaux bocagers, etc. Alors, il y avait également donc, les adoptants intéressés, qui sont des adoptants qui sont ouverts aux pratiques agricoles, d'agroforesterie en grande culture, mais qui ne le développent pas, mais qui font bien des systèmes traditionnels en prairie. Ensuite, des adoptants traditionnels qui font des associations d'arbres-prairies et qui ne sont pas intéressés de faire quoi que ce soit d'autre. Et puis des non-adoptants, des personnes qui ne développent pas du tout de système agroforestier. Donc ici, il y avait vraiment, c'était l'objectif d'intégrer une diversité de points de vue pour ne pas aller voir que les pro-agroforestiers et puis penser que c'est la généralité de l'agroforesterie en Wallonie. Donc cette diversité de points de vue était importante dans le travail. Alors pour en arriver au cœur du travail, qui était l'analyse transversale des freins à l'agroforesterie, donc je suis parti d'un ensemble de thématiques que j'avais ciblées dans la littérature, sachant que c'était des freins qu'on connaissait déjà. Et puis je les ai abordés systématiquement avec les agriculteurs, de voir un petit peu, tiens, selon vous, dans votre contexte d'exploitation agricole, comment est-ce que ça se passe. Et qu'est-ce que ça a permis de mettre en avant? C'est que tout d'abord, il existe une grande diversité de facteurs qui conditionnent aujourd'hui, positivement ou négativement, le développement de l'agroforesterie sur le terrain. Ces facteurs s'intègrent au sein d'une grande multitude de dimensions, qui sont aussi bien d'ordre agronomique, socio-économique, culturelle, cognitive, environnementale et réglementaire. Donc c'est toutes ces dimensions qui s'articulent entre elles, avec des freins à chaque fois au sein de chacun d'eux. Et il y a donc une articulation des freins à l'échelle de l'exploitation agricole, du contexte territorial et du contexte régional. Donc moi je vais vous expliciter ici juste 3 exemples assez représentatifs des freins, mais il y en a une multitude. Alors, pour prendre un premier exemple qui est représentatif, c'est la question de la gestion de la fertilité du sol. En intégrant des arbres en grande culture, en pleine terre, il y a le potentiel d'améliorer la fertilité des sols. Toutefois, ici en région Limoux-des-Inières, on se retrouve dans des terres qui, de manière générale, ont un relativement haut potentiel productif. Et donc, on a des conditions pédoclimatiques qui sont particulièrement favorables, avec des limons qui sont relativement fertiles, un climat qui est relativement clément, humide. Tout ça est favorable à la croissance des cultures. Donc on peut retrouver dans cette région-ci Belgique des rendements agricoles relativement élevés et une grande diversité de cultures qu'on peut avoir, avec des cultures particulièrement rémunératrices comme la pomme de terre, des légumes industriels. Enfin, tout dépend de l'état de marché, ce n'est pas le cas cette année pour la rémunération, mais voilà, il y a un potentiel en tout cas dans ces régions-ci. Et dans un second temps, donc on a un haut potentiel productif des terres, dans un second temps, on a le renouvellement de la fertilité des sols qui est déjà particulièrement bien occupé par 2 éléments. D'une part, le renouvellement de la fertilité du sol, il est basé sur la complémentarité de la polyculture et de l'élevage. Donc on a les effluents d'élevage qui sont le lisier, le fumier, parfois même les fientes de poule, qui occupent une place centrale dans le renouvellement de la fertilité. Et d'autre part, la place des couverts végétaux avec une forte dynamique en région de grande culture sur, Elisabeth en a parlé tout à l'heure, l'intégration de couverts diversifiés qui vont restituer une matière organique importante dans les horizons supérieurs du sol. Et donc ce sont des apports en matière organique qui sont abondants, disponibles à court terme et faciles d'utilisation. Et donc ceci, par rapport à l'intégration de l'arbre en champ à cette fin, c'est relativement problématique.
Non pas que l'arbre n'a pas de rôle à jouer, mais c'est problématique parce que ces stratégies sont à la fois complémentaires mais aussi concurrentielles. C'est-à-dire que si on a déjà une fonction qui est remplie à la fois par les couverts et par les effluents d'élevage, on a moins d'intérêt à planter des arbres, donc les contraintes de planter des arbres en champ sont beaucoup plus apparentes. Alors, donc voilà, manque d'intérêt pour l'arbre en tant que pourvoyeur de fertilité. Dans un second temps, on se retrouve dans une région relativement humide, où l'excès en eau représente le principal facteur limitant la croissance des cultures. Et donc aujourd'hui, depuis des décennies, depuis des centaines d'années même, il y a des systèmes de drainage qui ont été mis en place. Et donc à quoi est-ce que c'est lié tout d'abord? C'est lié au fait qu'en région limonésinière, donc c'est de nouveau le même carré que tout à l'heure, en fait, vous pouvez voir ici qu'il y a une grande, c'est au niveau du sous-sol, il y a un sous-sol argileux très important. L'argile, en fait, ça induit une très faible perméabilité du sol et les eaux ont tendance à stagner en surface. Pas partout, vous le voyez, mais quand même sur une grande partie. Et donc, il y a eu un ensemble d'aménagements hydrauliques qui ont été faits dans la région, qui sont notamment un réseau de complexes de drains, de fossés et de canaux. Les drains particulièrement parce qu'ils sont vraiment situés en pleine terre. Et donc, ces drains, ils ont une fonction fondamentale, c'est d'évacuer l'excès en eau en permanence et de permettre par ce biais-là de limiter l'impact du facteur limitant, l'excès en eau, et du coup d'augmenter le potentiel productif des terres. C'est grâce à ça qu'on peut avoir des très bons rendements dans des régions humides. Et donc ici, c'est de nouveau une problématique dans le sens où planter des arbres en pleine terre, bien l'arbre va avoir tendance à développer son système racinaire dans les horizons inférieurs du sol, ce qui est positif parce que ça explore des ressources qui ne sont pas explorées par la culture, mais c'est problématique dans le sens où il risque du coup d'infiltrer les drains et de détériorer le réseau de drainage existant. Et du coup d'impacter négativement la culture, les rendements et d'engendrer des coûts liés à la restauration des réseaux de drainage. Donc c'est un risque qui aujourd'hui est présent dans les zones de grande culture où il y a des drains. Alors, un troisième élément représentatif, c'est la situation du foncier en Wallonie. Alors, d'un point de vue plus légal en quelque sorte, il y a tout d'abord en Wallonie 70% des terres qui sont exploitées en faire-valoir indirect, donc ce sont des agriculteurs locataires qui doivent demander la permission d'un propriétaire pour planter dessus. Et ça complexifie énormément les démarches, il y a un relativement flou administratif, même s'il se clarifie progressivement, c'est un frein qui est actuellement présent, le manque de clarté. Et du coup on peut se dire, tiens, il y a 30% de terres sur lesquelles on peut planter. Mais pas exactement, parce que, premièrement, ces parcellaires ils sont relativement dispersés, de dimensions relativement petites, et il y a énormément d'échanges culturaux qui ont été faits, et il y a un morcellement de la propriété sous-jacente, qui fait qu'au sein d'une parcelle cultivée, il y a parfois 10-15 propriétaires. Alors, au niveau du foncier, il y a aussi la pression sur le foncier qui est relativement importante. Et donc, la pression sur le foncier, elle se répercute avec une envolée des prix aujourd'hui du foncier. On entend les 60 000 €, parfois même plus, pour 1 hectare de terre. Des conditions pédoclimatiques qui sont particulièrement favorables. Il y a un déséquilibre des marchés, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cultures rémunératrices à court terme par rapport à des cultures, à des arbres qui vont être valorisés à long terme sur un marché relativement incertain, en fonction de l'état des marchés, en fonction de la qualité du bois, etc. Donc ce déséquilibre des marchés et en fonction du temps également qu'on va avoir pour obtenir le gain peut être problématique. Donc ça favorise en quelque sorte la valorisation du haut potentiel productif des terres à court terme par le biais des grandes cultures. Donc voilà. Et l'augmentation du coup de la productivité totale des biomasses au sein des systèmes agroforestiers est peut-être moins pertinente de la majorité des agriculteurs par rapport au système qui est actuellement présent. Et donc, ici en fait, j'ai pris 3 exemples, mais il y a une grande diversité de freins qui s'accumulent entre eux et qui tendent au final à réduire l'intérêt des agriculteurs à développer des systèmes agroforestiers en grande culture par rapport au système de culture simple qui existe actuellement. Et donc, ce qui est mis en évidence ici, c'est qu'il existe un certain décalage entre les avantages potentiels de l'agroforesterie, dont on a parlé au début, et l'intérêt réel des agriculteurs à développer de telles pratiques culturelles dans leur exploitation agricole. Alors, pour aborder cette question du décalage, il y avait un ensemble d'avantages potentiels qui ont été mis en avant au début pour améliorer la productivité des sols, augmenter la productivité totale de biomasse, la fertilité, la gestion de l'eau, etc. Et ici, dans ce contexte-ci, en fait, ce qui est mis en évidence, c'est qu'il y a un décalage qui existe par rapport à ces avantages potentiels et ce qu'on retrouve réellement sur le terrain. C'est-à-dire la chute de productivité à court terme qui est problématique, notamment au regard de la haute productivité des sols, de la pression sur le foncier, de la déséquilibre qui existe sur les marchés, etc. De la faible contribution à court terme pour le renouvellement de la fertilité des sols alors qu'il existe déjà d'autres stratégies en place, et de la détérioration du réseau de drainage. Il y a un ensemble d'autres freins qui sont également présents dans cette étude, qui ne sont pas uniquement spécifiques à la région limoneuse, et qui sont liés aux conséquences qui sont engendrées, à la complication en termes d'organisation du travail, au coût de transition et d'apprentissage, du fait de mettre en place des pratiques qu'on ne maîtrise pas en quelque sorte, il y a un risque qui est lié à ça.
et aussi sur les longs horizons de temps de l'agroforesterie, qui sont problématiques, notamment pour des agriculteurs qui ont des échéances à court terme auxquelles ils doivent absolument faire face, et se projeter sur des aussi longs horizons de temps, c'est quand même assez problématique. Et l'incertitude d'un point de vue réglementaire, on sait ce que la PAC nous annonce jusqu'à 2020, mais après, qu'en sera-t-il? Voilà, sur des échéances de l'agroforesterie qui partent sur les 20, 30, 40 ans, ça peut être problématique. Donc voilà, ce déséquilibre qui est spécifique au contexte agricole de la région Limoneuse-Hainaut. Donc ici, l'objectif c'était d'analyser les freins. On part d'une compréhension fine de la réalité de terrain des agriculteurs et pour analyser en quelque sorte la nature complexe des freins et les freins qui sont spécifiques à cette région-ci. Et tout ça, finalement, ça nous emmène quand même à poser la question de la pertinence de l'innovation. On met clairement en avant qu'il y a un ensemble de contraintes qui sont présentes. Et donc, peut-on se poser la question de la pertinence? Donc, la pertinence d'une innovation en agriculture, elle peut être définie comme son efficience à résoudre le problème initial sans créer de problème plus important que celui qui est solutionné. Donc, est-ce que planter des arbres en champ, au final, je serai dans une situation qui est plus favorable que celle qui était déjà présente initialement? Et donc, on se rend compte qu'ici, c'est une notion qui est relative au contexte d'accueil. Le fait de développer l'agroforesterie en Belgique n'a peut-être pas la même pertinence que de le développer en Espagne, ou de le développer en Grèce, ou de le développer dans le nord de l'Angleterre. Donc tout se pense par rapport au contexte en tant que tel. Donc ici, il y a 3 critères d'analyse qui ont été utilisés. C'est 1, la capacité d'améliorer la situation initiale, liée à une question de pertinence de l'innovation, c'est-à-dire à son avantage relativement limité à améliorer le fonctionnement agroécologique des systèmes productifs par rapport aux contraintes qu'implique sa mise en œuvre. Donc c'est vraiment cette question de qu'est-ce que ça va apporter comme plus-value par rapport à la situation initiale. Et il y a des contraintes qui sont présentes, est-ce qu'elles ne sont pas plus importantes que la plus-value qui est apportée? Et donc, on rejette en quelque sorte cette hypothèse de verrouillage qui disait que c'était parce qu'une situation de verrouillage, c'est dans une situation où, en fait, on a une technologie plus performante qui est exclue du système par rapport à la technologie actuelle. Et donc, se dire, tiens, est-ce que le modèle agricole industriel, aujourd'hui, est plus pertinent que en tout cas, le modèle agricole industriel, entendons-nous bien, c'est le modèle de monoculture, éventuellement penser la polyculture élevage à la place de l'arbre. Et donc, tout ça ici, ça nous met en évidence une certaine faible pertinence de l'agroforesterie en grande culture, mais ce qui ressort aussi de cette étude, c'est l'intérêt peut-être pour des pratiques associées qui sont plus inféodées au contexte agricole wallon, et notamment les associations d'arbres aux prairies, qui sont des pratiques traditionnelles qui ont été connues ici préalablement, via les prairies, via les réseaux bocagers, via les saules têtards, qui sont énormément présents dans cette région, qui sont des formes d'associations traditionnelles qu'on retrouve ici. Il y a un intérêt actuel pour des agriculteurs que j'ai rencontrés de replanter des arbres fruitiers, non pas en champ, mais plutôt en prairie, et c'est une dynamique qui est réellement existante. On retrouve cette dynamique au sein de la structure paysagère, aussi bien pour des avantages productifs que fonctionnels, pour le bien-être animal, le drainage du sol, dans des terres qui ne sont généralement pas drainées. Alors, tout ça, ça nous amène à quoi? En fait, ça nous amène bien à repartir en fait, de l'idée de départ qui était de comprendre la réalité des agriculteurs et de comprendre quels sont les freins, selon eux, au développement de l'agroforesterie. Et donc, ça nous met clairement en questionnement par rapport à la question de la pertinence de l'agroforesterie dans ce contexte agricole, en raison du décalage qu'il existe, un décalage qui est peut-être spécifique au contexte wallon. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est présent partout. Et par rapport à des perspectives à venir de recherche, on aime toujours bien faire ça dans la recherche, donc je vous en fais part, mais c'est peut-être moins l'intérêt ce soir, c'est de bien considérer en fait l'agroforesterie dans sa diversité de formes et de pratiques. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'agroforesterie uniquement sous son volet arbre en culture, avec des alignements d'arbres, les alley crops, qu'on voit avec des alignements tous les 30 mètres, mais l'association d'arbres aux cultures, elle peut se faire différemment. Ce sont des épuisements, ce sont des alignements d'arbres. C'est aussi l'agroforesterie, l'association d'arbres aux prairies, à l'élevage. Et donc c'est de bien intégrer, quand on parle d'agroforesterie, cette grande diversité de pratiques qui s'adaptent à une hétérogénéité, à une diversité des contextes dans lesquels on se trouve. Et donc de bien s'intéresser à cette question de la pertinence pour les acteurs de terrain de le développer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir faire croire à tout le monde que c'est une poule aux œufs d'or, alors que peut-être concrètement dans ce que vit un agriculteur, c'est peut-être pas la panacée. Tout ça en prenant en considération les conditions agroécologiques, pédoclimatiques et socio-économiques dans lesquelles se trouve la ferme. Donc voilà, moi je vous remercie pour votre attention et j'en profite en même temps pour mettre leurs photos. C'est des personnes qui sont pas là, pas toutes là ce soir, Vincent est là, mais c'est des personnes que je tiens à remercier parce qu'ils ont vraiment beaucoup contribué à l'élaboration de cette recherche. Il y a mon promoteur Philippe Afray ici, et puis ce sont d'autres chercheurs, essentiellement du groupe Girafe, qui travaillent sur l'agroécologie, avec qui j'ai eu la possibilité d'avoir beaucoup d'interactions avec eux, et qui m'ont beaucoup inspiré. Donc voilà, et moi je vous remercie à vous pour votre attention.
sais pas si vous avez déjà une petite question ou l'autre, avant qu'on... Enfin, Vincent va faire sa présentation, mais si on veut 2 petites minutes, si vous voulez manger un petit bout, boire quelque chose, c'est peut-être le moment aussi. Et si vous... Ouais. La première question, toujours la plus difficile à poser. Oui, merci. Parce que tu as présenté un très bel exposé, très intelligent, très bien présenté, mais on n'en attendait pas moins de toi, donc je ne vais pas insister lourdement là-dessus. Et donc le thème de ton mémoire, c'était l'agroforesterie en grande culture. Alors à la fin, tu as un peu parlé de l'agroforesterie en prairie. Souvent, en prairie, on parle de bien-être animal, comme l'arbre qui est une source d'ombre, un abri pour le vent, etc. Et notamment pour les jeunes veaux, ça peut être très important. Mais on parle rarement de ressources alimentaires complémentaires à celles de la prairie. Et alors, je voulais voir ce que tu en pensais, et notamment aussi l'intérêt de l'arbre en maraîchage relativement intensif. Alors, pour de fait, l'alimentation à base du fourrage, des feuilles, c'est un élément que j'ai finalement peu abordé avec les gens sur le terrain parce que, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, ce sont des pratiques qui sont essentiellement développées dans les zones un peu plus au sud, dans le pourtour méditerranéen, où pendant des périodes de sécheresse notamment, c'était un fourrage alternatif qui permettait, hop, on allait couper quelques branches et le bétail s'en faisait un petit régal à ce moment-là. Et dans des régions comme ici, traditionnellement, on ne sait pas vraiment le type d'essences qui sont utilisées. On parle plutôt dans les associations avec des arbres fruitiers, par exemple dans les prés vergers, et donc là, ça a beaucoup moins d'intérêt directement. Par contre, c'est vrai qu'on parlait de saules, de peupliers, etc., qui étaient parfois utilisés, mais dans des périodes beaucoup plus restreintes à l'échelle de temps, parce que la sécheresse touchait un petit peu moins ces régions-ci. Et donc, c'est pas quelque chose qui est sorti du mémoire comme étant quelque chose de très intéressant. Maintenant, il y a peut-être d'autres valorisations qui en valent la peine, et je ne dis pas que ça n'en vaut pas la peine non plus, mais c'est peut-être avec le changement climatique qu'on aura des perspectives là-dedans en Belgique aussi. Alors, par rapport au maraîchage, c'était de fait pas du tout la portée du travail. Par contre, c'est vrai qu'il y a une ferme pilote dont on parle beaucoup, c'est la ferme du Bec-et-Loing, dans le nord de la France, qui développe notamment des systèmes associés comme cela. Et c'est clair que par rapport à l'intensification de la production par rapport à la surface sur laquelle on se trouve, c'est vraiment une manière de pouvoir intensifier les choses en maraîchage. Surtout que les cultures sont généralement pas trop concurrentielles par rapport à l'arbre, et l'arbre n'apporte pas un ombrage qui est trop pénalisant. Par contre, il ne faut quand même pas oublier qu'on est en Belgique, et du coup, c'est les espacements en plus qui doivent être pensés pour éviter d'avoir trop d'ombrage. Mais je pense que c'est quelque chose, quand on voit la ferme de Bec-et-Loing, c'est aussi vachement au nord, donc c'est des choses qui, je pense, fonctionnent. Ils sont intéressantes pour la diversification, surtout que l'agroforesterie en pré verger comme ça, c'est très intensif en main-d'œuvre pour récolter des arbres fruitiers à haute tige, etc. Et dans des systèmes maraîchers, on se retrouve déjà dans des systèmes intensifs en main-d'œuvre où c'est peut-être plus facile, d'une part, de récolter et puis de valoriser parce qu'il y a des filières de circuits courts qui le permettent plus facilement. Donc voilà, en 2 petits minutes. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Sinon, je vais passer la parole à Vincent. Tu puisses faire ton exposé. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon mémoire de fin d'études que j'ai terminé l'année dernière dans le cadre d'un master en développement rural à Wageningen, aux Pays-Bas. Et le titre du mémoire, il contient aussi un mot barbare que j'ai expliqué tout de suite, c'est donc une ethnographie de production de nouveautés dans l'agriculture ici en Wallonie, de 3 façons. Soit on peut comprendre que la modernisation, ça a été un projet, donc un discours normatif sur le futur de certaines personnes à un certain moment. C'est notamment le cas de l'après-guerre. Et ce discours, en fait, il a défini un problème majeur qui est plus important que les autres, qu'il a mis un peu sur un piédestal, qu'il a défini. Et le problème, c'était comment nourrir l'Europe. On avait peur de la faim en Europe. Et c'est cette peur et ce problème-là qui a été considéré comme principal, comme majeur. Et à ce problème, on a trouvé une solution.
qu'on a construite aussi au niveau du discours, qui est ce qu'on appelle l'agriculture moderne, qui était donc vue comme en rupture avec le passé et qui en fait se résume à une intensification des fermes en termes de plus d'intrants par objet de travail, par hectare ou par bête, et un élargissement d'échelle, donc c'est plus de bêtes et d'hectares par unité de travail. C'est ce qui est un peu résumé dans le schéma d'en haut. À travers ce discours, on a aussi promu une certaine logique, donc une façon de concevoir, de penser la production, de penser son travail. Ce qu'on dit, c'est une manière de mentalement organiser la production. Et on a promu une logique en particulier, un modèle culturel de raisonner, une façon morale de raisonner en particulier. Une autre façon de comprendre la modernisation, c'est en regardant plutôt les processus à un niveau agrégé. Qu'est-ce qui s'est passé à un niveau agrégé? Là, on a toute une liste de processus plus généraux, qui sont d'abord ce qu'on appelle la division horizontale, donc c'est la spécialisation de différentes régions agricoles. Et des régions, on n'a fait que de l'élevage, des régions, on n'a fait que des cultures, etc. Donc ça, c'est la division horizontale. Et il y a aussi une spécialisation, une division verticale, c'est-à-dire au long de la chaîne alimentaire. On a dit que les producteurs ne font que produire la matière première. À côté de ça, on sectionne en fait toute la chaîne alimentaire. Il y aura les transformateurs qui se limiteront à cette tâche-là, les distributeurs, etc. Donc c'est une division tout au long de cette chaîne alimentaire. Ça, c'est un processus qui a été beaucoup vu. Et un autre qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qui est appelé dans la littérature l'externalisation. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont sorties de la ferme. Plein de tâches et de connaissances. Il y a des tâches, la production des semences, la production des aliments, bien souvent, la transformation et la vente des produits, ce sont toutes des tâches qui sont sorties de la ferme. Et les connaissances qui étaient liées à ces tâches-là, elles sont aussi sorties de la ferme. Et donc ça impliqué d'autres types de relations avec l'extérieur, avec ce que Van der Poel appelle un système expert, donc qui a plutôt tendance à prescrire aux agriculteurs. Un dernier niveau sur lequel on peut comprendre la modernisation, c'est, comme je disais tantôt, c'est à travers le quotidien des gens et des agriculteurs, à travers le changement qu'il y a eu au niveau de leur pratique et de leur relation avec l'extérieur. Donc ça a été la mécanisation, la motorisation surtout, qui a fort marqué notre région, et des nouvelles relations avec des contrôleurs, notamment, c'est ce qui marque souvent les gens, mais c'est des relations qui étaient tout à fait nouvelles pour eux par rapport à... C'est un autre moyen de comprendre. Donc là, dans le mémoire, j'ai essayé de décortiquer ça un peu plus en profondeur sur ces trois niveaux-là, pour essayer de bien comprendre comment on en était arrivé là. Et qu'est-ce qui pouvait expliquer le vécu, je veux dire, problématique des agriculteurs aujourd'hui. Pourquoi ils trouvent qu'ils sont en crise, pourquoi ils trouvent qu'il y a des problèmes. Cette compréhension de la modernisation et de ce bagage historique qu'on a derrière nous permet de comprendre cela. Et après ça, une fois que ce que j'avais vraiment voulu faire, c'est essayer de comprendre, oui, mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que les agriculteurs pensent, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et comment ils répondent, d'une certaine façon, à cette disparition programmée, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui les motive, et j'ai voulu particulièrement étudier leur inventivité, leur créativité, leur débrouillardise, et comment, en les suivant, dans leurs activités quotidiennes. Donc il y en a plusieurs d'entre vous chez qui j'ai été, et tout simplement, j'ai téléphoné, j'ai demandé si je pouvais les suivre dans leurs activités quotidiennes, on a discuté en travaillant, et c'était un peu le comment de cette étude-là. Alors voilà, là c'est la carte de la région et les 9 fermes dans lesquelles je me suis rendu. Donc il y a la ferme des parents et 8 autres fermes qui étaient un peu tout autour. Ces 8 fermes, en fait, étaient déjà préalablement connectées d'une certaine façon, soit par des liens familiaux et ou économiques dans la commercialisation des produits locaux.
Alors là, ce sera un tout petit peu plus théorique, mais c'est comment j'appréhendais une ferme. J'ai essayé de faire un peu la synthèse entre différentes littératures et différents auteurs en sociologie rurale. Et tout simplement, une ferme, pour moi, c'est un espace, c'est un lieu vécu, dans lequel les pratiques relatives à la production alimentaire prennent place. Donc c'est un espace qui est vécu et qui est assez caractéristique parce que souvent il est composé, notamment dans les fermes mixtes qu'on trouve beaucoup chez nous, par des relations non marchandes entre différents systèmes de production. Donc il y a différents petits systèmes de production qui se trouvent dans un même espace, qui sont dans une même famille, souvent. Et entre ces systèmes de production, il y a des relations non marchandes. Qu'est-ce que je dis par là? Tout simplement, pour donner un exemple, il y a la circulation du fumier, des flux d'élevage entre un système de production animale et un système de culture. Et à l'inverse, il y a une partie de la production végétale qui peut servir d'aliment pour le bétail. Qu'est-ce qui se passe? L'agriculteur ne se paie pas pour son fumier, il ne se paie pas pour ses aliments. Mais le fait d'avoir plusieurs éléments, je veux dire, dans le même panier, dans la même ferme, avec des relations non marchandes, ça nous permet, en fait, de nous distancier d'une certaine façon du marché et de l'extérieur. Ça, c'est un peu l'idée. Et cet espace, encore une dernière caractéristique des fermes, c'est qu'elle a certaines relations assez particulières avec d'autres espaces extérieurs, notamment l'industrie agroalimentaire en amont, en aval, et toute une multitude d'administrations, entre autres. Qu'est-ce que j'ai pu observer dans ces fermes? En fait, en 9 fermes, je peux lister une cinquantaine de nouveautés, de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles pratiques, de nouvelles relations avec l'extérieur, et qui sont assez variées. Ça passe du compostage, de cultiver des légumes, de produire soi-même les aliments de nos animaux, d'utiliser des couverts. L'agroforesterie fait partie de ces nouveautés. Et donc la liste est assez longue. Et c'est quoi, en fait, des nouveautés? C'est tout simplement le fait que les agriculteurs, spontanément, ont décidé de changer leurs pratiques, leur façon de faire. Ils ont établi des nouvelles relations avec l'extérieur. Là, j'ai essayé un peu lister la panoplie des nouveaux partenaires des agriculteurs, et ça passe par les restaurants, les écoles, des groupes de consommateurs, des organisations environnementales, des médias locaux, etc. La liste est très longue. Donc, l'idée de produire des nouveautés, c'est ça. Changer ses pratiques à l'intérieur de la ferme et ses relations avec l'extérieur de la ferme. La plupart de ces nouveautés, en fait, si on les regarde un peu plus près, elles font vraiment partie d'une lutte, d'une certaine façon, pour l'autonomie de la ferme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie? C'est tout simplement la distanciation de la ferme par rapport à certains acteurs extérieurs, qui sont les industries, mais aussi par rapport aux contraintes réglementaires ou au marché. Et qu'est-ce que ces nouveautés impliquent? Elles impliquent des autres réalités matérielles. Il a fallu changer les bâtiments, dans certains cas, il a fallu changer sa rotation de culture, etc. Ça implique d'autres relations, d'autres réseaux, donc être en lien avec suffisamment de consommateurs, avec des semenciers parfois plus loin pour trouver les semences dont on avait besoin, des espèces plus diversifiées, etc. Et ça implique aussi d'autres connaissances et d'autres vérités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qu'on appelle l'horizon de pertinence des agriculteurs évolue. Et donc, certains paramètres deviennent importants, d'autres le deviennent moins. Mais ça évolue aussi. Donc, ce qui est important pour l'agriculteur évolue à travers le temps. La vie du sol devient un paramètre important, le bien-être des animaux, la couleur de lait, la qualité de l'herbe, l'image de marque de la ferme, par exemple, sont des choses qui auparavant, sont des paramètres qui auparavant n'étaient pas pertinents ou l'étaient beaucoup moins, et qui, au fur et à mesure du temps, avec ces nouveautés, s'avèrent en fait de plus importants. Et donc, chacune de ces nouveautés, j'ai essayé de les décortiquer, les étudier en lien, les unes avec les autres. Comme ici, ça c'était le cas de chez Dany, où on combine plusieurs sites de production, des différents bâtiments qui sont répartis à différents endroits dans le village, et
ben, cette nouveauté, cette idée-là, cette façon de faire-là, elle est en lien avec plein d'autres choses, plein d'autres nouveautés en fait, qui sont notamment son système de pâturage tournant. C'est les races de vaches qu'il a choisies, qui s'adaptent particulièrement à ça. Le fait qu'il a pu valoriser des anciens bâtiments, etc., et son système de vente directe aussi. Donc c'est essayer de comprendre les nouveautés, donc ces petites innovations au sein des fermes, aussi en lien avec les autres, entre elles, pardon, et aussi observer dans quelle mesure elles sont à chaque fois créées de façon unique. Parce qu'une même idée, une même nouveauté dans une ferme ou dans une autre, elle va être combinée d'une autre façon. Elle va être réalisée d'une autre façon. Et ça c'est un élément qui peut paraître évident, mais qui, d'un point de vue plus général, d'un point de vue de la société, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que ça nous montre que les fermes, d'une certaine façon, elles peuvent garantir une certaine diversité des pratiques et des innovations. Quentin a beaucoup parlé notamment des verrouillages, un peu de ces étranglements au niveau de l'innovation, où parfois on se trouve dans une impasse ou dans des chemins très serrés. Et bien en fait ici, les fermes elles-mêmes ont cette capacité à produire des trajectoires et à développer des trajectoires qui sont alternatives et qui restent de manière qui gardent une certaine distance et qui gagne un certain degré de particularité. Ça, c'était l'illustration de la nouveauté qui est en question. Et donc, comment j'ai envie de définir ces nouveautés? On parle souvent d'innovation. Ici, les nouveautés, en fait, c'est tout simplement des pratiques sociales qui sont neuves dans leur propre contexte. Oui, c'est nouveau. Oui, c'est peut-être pas une innovation qui va changer le monde. C'est une petite chose. On dit c'est mon petit truc, c'est ma petite astuce. Les agriculteurs disent souvent, oui, mais n'empêche, ça reste neuf dans son propre contexte, dans cette ferme-là, en tout cas, ou dans cette région-là. Et c'est neuf parce que ça fait partie d'un projet plus à long terme de l'agriculteur, d'une vision de sa ferme à plus long terme, et donc le projet ici qui est aussi défini plutôt comme un récit qui est construit par les agriculteurs qui donne en fait un nouveau futur aux fermes. Ça répond un petit peu au constat pessimiste que j'avais dressé au début par rapport au futur des fermes. Et ici, on voit que spontanément, les agriculteurs se réinventent un autre futur que ce qui était prévu pour eux, ou en tout cas ce au quoi ils auraient été amenés. Et donc, cette étude, elle met un petit peu en question l'idée qu'on a généralement l'innovation en agriculture, qui est souvent centrée sur la modernisation, la diffusion des connaissances des centres vers les périphéries, simplement des technologies qui sont développées dans des espaces autres que celles où elles seront utilisées. Ça, c'est quand même un trait fondamental qu'on retrouve souvent. C'est une définition qui est souvent centralisée du projet, de ce qui est bien, de ce qui est la voie à suivre ou ne pas suivre, de ce qui est une priorité, de ce qui n'est pas une priorité, de ce qui est pertinent, de ce qui n'est pas pertinent. Et ici, à l'inverse, on comprend que chaque ferme, en fait, c'est un espace qui est unique, parce qu'elles ne sont jamais identiques. Donc chaque ferme est un espace unique de production de nouveautés, dans lequel il y a une dynamique d'invention, de réinvention des façons de faire et des relations avec l'extérieur. Et donc ce qu'on appelle parfois la repaysanisation de l'agriculture, donc cette idée d'agriculture plus autonome, de fermes qui produisent leurs intrants, du moins en partie, qui à nouveau transforment et s'occupent de la commercialisation de leurs produits, de plus de valeur ajoutée, de réduction des coûts d'autre part. Cette repaysanisation de l'agriculture, en fait, elle se réalise à travers de nombreux projets de ferme et l'inventivité de nombreux agriculteurs. Donc c'est un modèle un petit peu opposé à ce qu'on avait connu dans l'histoire agricole avant, et où ces initiatives spontanées ont lieu souvent hors des cadres établis, des cadres institutionnels établis. Et j'ai envie de dire que parfois, certains agriculteurs vont même jusqu'à se mettre dans l'illégalité pour
développer leur pratique et poursuivre leur idée et pour développer les systèmes jusqu'au bout. Pour conclure, voilà, les agriculteurs ont des idées, ça c'est une chose, et ils créent activement un espace propice à la réalisation de leurs idées. En dépit des règlements, des restrictions en vigueur, et comme je disais, c'est vraiment au risque d'être dans l'illégalité. Ils sont aussi bien sûr en quête de nouveaux partenaires, ça j'ai vu, hein, on les a listés tantôt, mais surtout en quête de nouvelles connaissances. De nouvelles connaissances, pourquoi? Parce que tout simplement, tout changement de pratique implique un apprentissage, c'est rien à faire, mais aussi parce qu'il arrive souvent que les agriculteurs développent des systèmes de production qui ont été peu ou voire pas du tout explorés par la science auparavant. Et donc ils amènent de ce fait-là de nouvelles questions de recherche, de nouvelles choses à analyser, de nouvelles choses à mesurer entre eux. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil et qu'est-ce qui ressort un petit peu de cette étude? C'est que c'est important de prendre le temps d'étudier le quotidien des agriculteurs et de prendre en considération leurs idées, que pour l'innovation, eux aussi ont déjà souvent commencé à mettre en place de nouveaux systèmes de production et je ne peux qu'encourager à institutionnaliser, à rendre plus commun le fait d'écouter les agriculteurs, premièrement, et notamment pour ce qui est des idées d'innovation. Alors, je terminerai juste en disant un mot, c'est que ces indomptables, comme je les ai nommés, donc ces agriculteurs changent vraiment la société, en tout cas le milieu local, ça c'est une chose, dans la direction qu'ils souhaitent. Ils le font en changeant d'abord leur propre ferme, et l'organisation de leur ferme. C'est ce qu'on appelle une forme de résistance du troisième ordre en sciences humaines, où la forme de résistance la plus connue, c'est le sabotage. La seconde, c'est les barricades, l'opposition ouverte. Et la troisième forme de résistance qui est plus, je veux dire, qui est plus créatrice, qui est plus constructive, en tout cas plus productrice, c'est celle qui se manifeste à travers le changement de l'organisation de sa propre ferme et de son travail et du processus de production. Et donc ça, je crois que on l'oublie parfois quand on est dans sa ferme, mais les choix techniques et économiques qu'on fait, ils ont une portée politique, ça c'est sûr, par rapport au reste de la société. Ils font part et ils transmettent une certaine vision du progrès qu'on a et qu'on a choisi. Et voilà, je m'arrêterai là. Merci pour votre attention.